Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Mesdames et messieurs, comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Jean-Michel Vernochet, journaliste indépendant et spécialiste de la géopolitique, un homme de terrain, écrivain de renom, à son actif un grand nombre d'ouvrages, et les deux derniers qui sont de grands que je conseille à notre éditoire, Les Égarés est-elle un contre-islam, mais le deuxième qui est de taille aussi, Les finances de la mort, c'est la stratégie de la terreur globale. Monsieur Jean-Michel Vernochet, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour en ce dimanche ensoleillé. Ben écoutez, c'est un plaisir de vous revoir parmi nous dans cette émission qui rend hommage aussi à ces intellectuels, à ces gens qui ont une vision libre de la chose, et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. La thématique qu'on développera ensemble aujourd'hui, cette pagaille internationale quelque part, l'Europe, Maghreb, Mashrek, dans la tourmente. Monsieur Vernochet, comme vous le savez, tout le monde, même ceux qui ne sont pas des spécialistes, constatent qu'il y a une pagaille de taille et qui prend de plus en plus de l'ampleur après l'arrivée du président Trump qui défend ses intérêts, il faut bien le préciser, mais par contre, l'ordre devient quelque part un désordre par rapport à ce qui était auparavant. Que cela représente pour vous? Écoutez, M. Trump n'est pas responsable de tout, il est responsable de beaucoup sans doute, mais le désordre était là avant, le désordre ne fait que s'accroître et de par sa propre dynamique, je pense. M. Trump essaye de redresser la barre en ce qui concerne les États-Unis, donc il tient les promesses qu'il a faites à son électorat, qui est le peuple américain, ce qu'on appelait les blue collars, c'est-à-dire le monde ouvrier ou les classes moyennes, et les classes moyennes, plutôt les classes moyennes d'origine européenne, et pas forcément et uniquement afro-américaine. Et M. Trump seulement fait une politique qui n'est pas celle d'un nationalisme ou de ce qu'on appellerait un populisme aujourd'hui, d'un populisme centré sur les États-Unis. Pour faire cette politique, il a à l'extérieur une agressivité réelle. On a l'impression que M. Trump veut revenir à ce monde unipolaire et unilatéral dont ont rêvé ses prédécesseurs, à commencer M. Bush, mais M. Bush père, puis M. Clinton, puis M. Bush Junior, puis même également M. Obama, qui, quoique démocrate, n'était pas aussi démocrate que l'on peut l'imaginer au sens français. Donc, essayer d'établir ce monde unilatéral qui leur échappe, et ça, en tordant les bras à la fois de ses alliés européens, mais pas seulement, M. Trump est en train de se mettre à dos le monde entier, la Chine compris. Là, il vient d'y avoir des réactions assez vives de la part de la Chine concernant les restrictions commerciales, le protectionnisme américain. Et tout ça est très inquiétant parce que, je m'arrête ici, cela se développe quand même dans une conjoncture d'instabilité, en tout cas de non-retour à la stabilité au Levant. Israël vient de frapper à 14 reprises, je crois, la bande de Gaza. Comme Israël se sent lâché par l'OTAN en ce qui concerne sa confrontation avec l'Iran, je peux revenir sur ces différentes questions. Israël se revanche sur les Palestiniens. Écoutez, on va essayer de procéder par étapes. On va commencer avec l'Europe, si vous le permettez. Comme vous le savez, l'Europe vit des périodes difficiles, donc et surtout cette dernière nouvelle, l'arrivée d'un gouvernement populiste en Italie, et l'Italie fait partie des pays fondateurs de l'Europe. Est-ce que l'Europe risque de s'éclater d'ici peu? Alors, excellente question, je vous en remercie. J'ai écrit moi-même en 2009 un livre qui s'intitulait Europe, la mort programmée de l'Europe, Europe mort programmée.
Aujourd'hui, les différentes courbes se rejoignent et se rejoignent vers l'implosion. Indépendamment de la coalition surprenante, mais il y avait déjà une coalition équivalente. On ne fait pas attention à cela en Grèce. La coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, c'est pas tout à fait le mariage de la carpe et du lapin, mais presque. On s'aperçoit bien que la situation italienne ne tient plus. Or, le PIB de l'Italie, il faut le rappeler, est supérieur à celui de la Fédération de Russie. C'est bien la 3e puissance économique européenne et la 5e puissance économique mondiale. Et contrairement à ce que l'on pense, la Fédération de Russie est une grande puissance militaire, mais c'est un nain économique, ce qui remet un peu les idées en place, vu que ces idées sont généralement faussées par la presse dominante. Oui, l'Italie peut sortir de l'euro, et à ce moment-là, on va assister en cascade à une sortie. Ça sera avant la fin de l'Europe, ça sera la fin de l'euro. C'est à peu près certain, même si l'équipe gouvernementale actuelle a bien déclaré haut et fort qu'elle n'entendait pas sortir de l'euro. Mais ça sera bien pire. L'Euroxit, ça sera bien pire que le Brexit. Or, cela nous pend au bout du nez. Je pense que c'est à l'ordre du jour. Mais ça concerne aussi bien d'ailleurs l'Allemagne que la France. L'euro était une monnaie qui a favorisé, qui a stimulé l'économie allemande. On peut dire même que c'était la monnaie de la croissance allemande. Mais aujourd'hui, l'euro va nous plomber, et je pense que les politiques, je m'arrête également ici, de quantitative easing, les politiques d'afflux de liquidités, mais de liquidités de planche à roulettes, de monnaie de singe, qui a été celle de la Banque européenne à la suite de la Banque fédérale américaine, a atteint quand même ses limites. Donc on a beau remplir avec du papier-monnaie qui se dévalue, qui a de moins en moins de valeur, surtout dans une conjoncture internationale qui non seulement est instable, mais qui peine véritablement à rétablir un semblant d'équilibre. Et la France dans tout ça, Monsieur Vernochet, comment vous la voyez, cette France qui défend l'Europe depuis toujours? Oui, la crise avec les États-Unis pourrait être l'occasion pour M. Macron de s'imposer comme tête de file de l'Europe, parce que Mme Merkel fait pas le figure. Elle sera d'ailleurs, Mme Merkel fait le gros dos. Ça lui est habituel, parce que si M. Trump met ses exécutions à menace, ce sont les voitures allemandes qui sont le moteur de l'économie germanique, oui. Voilà, qui vont en pâtir. C'est d'où le surenchérissement de l'acier, le surenchérissement de l'aluminium. Cela va toucher l'industrie franco-allemande aérospatiale et surtout l'aéronautique civile, l'Airbus. Mais la France sera sans doute moins impactée que l'Allemagne. Donc l'Allemagne aujourd'hui fait le gros dos, mais fait le gros dos peut-être parce qu'il y a des perspectives assez sinistres de tension. Vous savez, quand on est dans l'impasse, quelle est l'issue? Soit le gouvernement déclare sa faillite et s'en va, soit il fait la guerre. Or, il y a des guerres qui chauffent actuellement sous le soleil de ce printemps orageux. Il y a une guerre éventuelle avec l'Iran. Éventuelle, je dis bien, mais là aussi on pourra ajouter un mot si vous le souhaitez. Mais il va y avoir des manœuvres à l'est de l'Europe. Le dispositif américain se renforce de façon considérable et met d'ailleurs à contribution des forces, des unités militaires de Tsahal, donc d'Israël, qui pourtant ne fait pas partie ni de l'Europe, bien qu'il ait gagné l'Eurovision, je sais pas quoi, ni de l'OTAN, mais qui est associé aux manœuvres de l'OTAN, sous commandement américain, bien entendu. Donc là aussi, on a quand même des menaces. Il y a le renforcement des sanctions à l'égard de la Russie, comme à l'égard de l'Iran. Mais la Russie, c'est plus inquiétant, parce que la Russie, on ne pourra pas l'asphyxier éternellement. Monsieur l'ours russe
et M. Poutine ont montré les crocs, et ils ont des crocs nucléaires, ils ont les moyens de se défendre et de desserrer les taux qui est en train de les enserrer depuis la Baltique jusqu'au Caucase, en Géorgie et en Ukraine. Ce qui nous amène à la situation Machrek. Comme vous voyez, donc c'est une situation explosive sur un grand nombre de dossiers, comme vous l'avez bien cité. Il y a l'Iran, il y a la Turquie, il y a aussi la Corée, il y a aussi cette affaire de la Russie, il y a le conflit israélo-palestinien, il y a la Syrie. On est sur une poudrière quelque part. Au bord de cette poudrière, il y a des gens qui battent le briquet régulièrement. Ce sont les Israéliens, mais qui ne le disent pas, puisque leurs avions sont des avions fantômes. Leurs vieux F-16 vont au-dessus du Liban, lâchent une bordée de missiles vers la Syrie. Il y a eu, je crois, c'est le 9-10 mai, des frappes multiples, mais intenses, contre des positions, je ne sais pas, oui, il y a eu certainement des frappes contre des positions du Hezbollah, mais en tout cas contre les positions des passes d'Aran. Positions, je ne sais pas s'il s'agit de dépôts d'armes, qu'il s'agit de stationnement de troupes ou autre, je ne suis pas rentré dans le détail, mais Israël essaye, encore une fois, d'allumer la mèche, et pour entraîner les États-Unis dans la guerre. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le secrétaire général de l'OTAN, pas plus tard que samedi, a fait une déclaration tout à fait fracassante, a dit qu'en cas d'attaque d'Israël par l'Iran, l'OTAN n'avait pas vocation et de toute façon ne bougerait pas le petit doigt. Ce qui était un message clair en disant à Israël, bon, maintenant vous essayez de vous tenir un petit peu tranquille, arrêtez les provocations, j'allais utiliser un mot vulgaire, mais que pourront traduire nos auditeurs. Voilà, il les recadre. Israël fait partie de ces grandes manœuvres de l'OTAN et des États-Unis à l'est de l'Europe. Visiblement, pour Washington et pour le Pentagone, la priorité ne se situe pas dans le Golfe Persique, pour l'instant. Pour l'instant, ils vont. Mais ce qui est très inquiétant, et c'est là où vous aviez parfaitement raison, c'est que la politique de l'administration Trump, mais qui n'est pas l'administration de départ, les conseillers de Trump ont été renouvelés avec les Bolton, il y a seulement quelques semaines ou quelques mois ou à peine quelques mois qui a été renouvelée est une administration de faucons et qui ont décidé de jouer la carte de la force. Bon, alors, encore une fois, on a des ennemis, mais de toute façon maintenant les États-Unis ont des ennemis partout puisqu'ils sont cassés l'ALENA. Ils ont, avec les sanctions, là aussi les restrictions à l'exportation sur l'acier et autres, à l'égard du Mexique et du Canada, c'est ça l'ANELA, mais également à l'égard de l'Europe. Mais je pense que l'Amérique veut mettre au pas ses alliés et les faire rentrer dans le rang et leur faire admettre. Ce sont les alliés qui vont finalement payer la reconstruction de l'Amérique dévastée par messieurs, il faut bien le mettre au pluriel, Clinton, Obama, Bush, père et fils. Écoutez, je regardais récemment, donc même ce matin, je viens de le voir ce matin, il y avait une rencontre à l'IFRI avec le président de l'IFRI. C'est une conférence qui a été organisée à l'IFRI, Monsieur Thierry de Montbrial. De Montbrial. Exactement. Et aussi le philosophe Bernard-Henri Lévy. Et c'est au sujet de son livre qui vient de sortir. Et en gros, il parle de l'empire du bien. Donc l'empire du bien, c'est les États-Unis. Et l'axe du mal, voilà. Et l'axe du mal, il est composé de 5 États. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, et notamment ces États que je vais vous les citer. Donc il a parlé de la Turquie, il a parlé de la Corée, il a parlé de l'Arabie Saoudite, il a parlé de la Russie, et aussi il a parlé de l'Iran. Est-ce que ces pays, ce qu'on voit, sont pas de la même sauce, quelque part, donc les choses sont claires. Est-ce qu'ils représentent réellement, selon vous, le mal, et les États-Unis représentent réellement l'empire du bien? Poser la question, c'est avoir la réponse. Vous connaissez ma réponse, en tout cas. Ce qui est le plus surprenant dans cette liste, c'est l'Arabie tout court, ou on peut la qualifier de saoudite. C'est vrai qu'il y a eu
eu des rumeurs assez insistantes et persistantes ces dernières semaines. Le jeune prince héritier n'apparaissait plus sur le devant de la scène. C'est ça. Donc on peut se penser, c'est un État qui est devenu quasiment artificiel, dirigé par une famille royale démesurée, plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes, mais où les forces vives de la nation sont aussi bien constituées par un prolétariat immigré, mais également par des communautés chiites qui sont à proximité ou qui jouxtent les zones pétrolières. Tout ça, au fond, l'Arabie est une marmite. Et ce qui est intéressant chez Monsieur Lévy, le fait qu'il ait cité son nom dans cette liste, c'est que éventuellement certains pousseraient à Washington, à Tel Aviv aussi bien. Pourtant, il y a eu un rapprochement puisqu'il y a eu ouverture. Apparemment, il devait y avoir ou il y a eu ouverture d'ambassades réciproques à Riyad et à Tel Aviv. Et là, pour le coup, pas à Jérusalem. Ce qui veut dire que ce serait Monsieur Bernard Lévy est un oiseau de mauvaise augure, c'est un oiseau de malheur. Donc il pourrait nous dire que des événements terribles pourraient advenir en Arabie. Bon, écoutez, prenons-en bonne note. Toujours est-il que cette vieille rhétorique de l'axe du mal, qui date de Monsieur Bush, qui date du 11 septembre 2001, on savait bien qu'il était l'axe du mal, c'est tous les verrous de souveraineté que Washington et les groupes de pression sionistes et non sionistes voulaient faire sauter. À l'époque, il y avait déjà eu une tentative pour mettre l'Arabie au banc. Puis il y avait eu un rapport de la Rand Corporation, produit d'ailleurs par un Français qui est mort depuis, un Français juif, qui avait publié un rapport accusatoire terrible, mais on sentait bien que la famille Bush, qui avait des intérêts familiaux, par exemple avec la grande famille des Ben Laden, c'était pas l'orientation politique qu'ils souhaitaient adopter. Toujours est-il que c'est au fond, la politique joue toujours un jeu. Ce type de politique joue toujours un jeu de bascule, en fonction des circonstances, en fonction de l'occasion. On est pour, on est contre. Donc, on vient de jouer la carte, et l'Inde ferait bien d'en prendre de la graine et d'en prendre conscience. On joue la carte saoudienne, mais jusqu'à une certaine limite, jusqu'au retournement et à l'abandon de ses alliés. D'ailleurs, l'Amérique a donné au cours de son histoire de multiples exemples de ces abandons et de ces trahisons. Il y a, avant de passer au troisième volet qui nous concerne de près, surtout un grand nombre de notre auditoire, le Maghreb, il y a une question qui s'impose. On parle des États-Unis, on parle de l'Europe, on parle des pays du Moyen-Orient avec insistance, mais le monde arabe en tant que tel, il est absent. Selon vous, quelles sont les raisons qui ont permis à ce monde arabe de ne pas se réveiller et pourtant ils ont tous les moyens pour peser lourd dans la balance internationale? J'ai des explications, mais qui peuvent ne pas plaire à tous. Je ne veux d'ailleurs pas déplaire du tout à votre auditorat. Au contraire, la vérité, c'est comme on le dit toujours, rougir les yeux, mais ne les crève pas. C'est un très joli dicton. Le colonel Kadhafi avait posé le diagnostic en son temps, puisque lui-même s'était fait chantre de l'Union arabe. Il en avait promu une ou deux, allant justement du Maghreb au Mashrek, incluant l'Égypte. Rien n'avait jamais marché, bien entendu. Après, il s'était rabattu sur le Sahel et sur l'Afrique de l'Ouest, mais ça n'avait pas marché non plus. Or, le diagnostic, il est simple, c'est que les Arabes sont désunis, mais fondamentalement désunis. Il y a beau y avoir l'Oumma musulmane, l'Oumma islamique, ça ne rapproche pas des hommes dont la mentalité est restée, et c'était pas péjoratif, est restée fondamentalement tribale.
le tribalisme arabe est ce qui tue le monde arabe, ce qui empêche de trouver une cohésion et une cohésion d'action, surtout une cohésion. Il faut parler en une voix. Si je prends un exemple, justement, ça vous fait votre transition avec le Maghreb, mais le Maroc suit les États-Unis d'assez près, mais vous en connaissez les causes tout comme moi, suit d'assez près les États-Unis dans sa volonté dans son retrait de l'accord 5+1 sur le nucléaire civil iranien. Je pense qu'également les Sahraouis doivent suivre ce type également d'un peu plus loin, mais alors je ne sais pas ce qu'il en est de la Mauritanie, mais on sait qu'il y avait des alliances qui, vues de l'extérieur et peu connues du public, pourraient apparaître alliances entre guillemets, en tout cas des accointances. Peuvent apparaître comme étonnantes, incongrues, même voire contre nature. Je fais allusion à des liens, à des rapprochements avec notamment l'État hébreu. Maintenant, je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas actualisé mes connaissances sur la question. Je ne suis pas un spécialiste du Maghreb, mais j'ai une vision générale à la fois de la Méditerranée, effectivement, une vision générale qui part de l'Afrique de l'Ouest et qui va assez loin à l'est, au-delà de l'Iran. Il y a des intellectuels musulmans, arabes, qui ont fait des déclarations assez importantes. Ils disent comme quoi, tout simplement, la situation dans le monde arabe, c'est une situation de post-coloniale sans d'être décolonisé, et que tout simplement, on voit que le monde arabe avance à peine, et du coup, il y a les puissances coloniales qui remettent la couche. Attendez, je finis. Qui remettent la couche, et on redémarre à zéro. Est-ce que cela, selon vous, est vrai, ou bien il y a une réelle responsabilité de ces intellectuels, de ce monde arabe politique, économique, qui ne veulent pas assumer? Écoutez, Monsieur Abdelatif, les Anglais ont été très présents après, à la suite des Français d'ailleurs, en Égypte. Mais peut-on parler au sens propre du terme de colonisation? Je ne sais pas. Les Français ont été très présents en Tunisie et au Maroc, mais il n'y avait pas de colonisation à proprement parler. Maintenant, la rhétorique de la colonisation commence à faire long feu et même commence à être lassante. La présence occidentale ait laissé des traces, même des rancœurs, voire des ressentiments, et ceci, des cela, mais enfin bon, il serait peut-être temps aussi de tourner la page et de regarder devant. Il y a une responsabilité indéniable aujourd'hui, et vous avez bien souligné de la classe intellectuelle qui, au lieu de trouver des solutions, c'est toujours plus facile de se décharger sur les anciens colons, sur la colonisation, comme si ça avait été, on avait pressuré le pays, il l'avait laissé exempt. Vous savez très bien comme moi que ce n'est pas exact. La France a remis aux mains de M. Bourguiba un pays qui était ce qu'il était, qui n'était pas au sommet du développement industriel, certes, mais c'était un pays en état de marche. Regardez des photographies de l'avenue Bourguiba dans les premières années avant la mort de votre premier grand chef, et regardez ce qui est devenu l'avenue Bourguiba aujourd'hui. Tout au long de ces années, que ce soit en Algérie ou en Tunisie, il y a eu les émeutes de la faim, alors que l'Algérie regorge de richesses pétrolières, ce qui est le cas d'ailleurs d'une partie des États d'Afrique. On voit bien qu'il y a une responsabilité des élites qui sont en place. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des capitalistes étrangers qui viennent et qui profitent de la situation et qui profitent de la corruption de certains membres de l'élite de ces pays. Mais là, c'est plus la colonisation qui est responsable, c'est même pas la post-colonisation, c'est l'incapacité ou la non-volonté de ces nouvelles élites de prendre en charge leur pays, leurs responsabilités, avec un sens aigu du service public. Écoutez, ça va être ma dernière question, si vous le permettez. C'était prévu, vous l'avez bien introduit dans la discussion. Je tiens à vous remercier. C'est les élites. Ces élites, Europe, Maghreb, Machrek, ont-ils une part de responsabilité
devant cette situation que nous vivons actuellement, qui est au bord comment je vais appeler, d'une tourmente aiguë, hein? Il y a eu un printemps arabe, il peut y en avoir un second. Regardez simplement les paramètres démographiques. Votre jeunesse, une jeunesse sans emploi, tout le monde ne peut pas se transformer en trabendiste comme en Algérie. Et d'ailleurs, tout le monde ne se transforme pas en trabendiste. Vous avez une jeunesse qui est frappée de plein fouet. Il doit y avoir un taux moyen de 40% de sans-emploi. Regardez l'affaire, l'agitation dans le Rif, je crois que c'était en début d'année, avec ce malheureux garçon qui avait basculé dans une benne à ordures. Enfin, tout ça est monstrueux. Celui qui en Tunisie s'était immolé par le feu parce qu'on lui avait détruit son étalage d'orange. Ce qui montre bien qu'il y a un malaise ultra profond, mais qui s'étend aussi bien à l'Égypte. Tant qu'on n'aura pas la bonne idée de véritablement construire des économies solides, également de reprendre un peu la politique. Monsieur Bourguiba, dans le monde, je crois, a été peut-être le premier homme à comprendre que la démographie était quelque chose d'essentiel et qu'il fallait mettre un frein à la démographie, que les femmes, après 6 enfants, avaient peut-être le droit ou la possibilité, leur offrir la possibilité d'arrêter de procréer. Hein, parce que quand on fait des enfants, il faut les nourrir. Or, le Maghreb ne nourrit plus ses enfants. Tout en étant, je me regarde vers l'Algérie, assis sur des tas d'or. Mais où passent ces tas d'or? Pourquoi faire? L'emploi est on fait appel aux Chinois. Alors si ça c'est pas une néocolonisation, alors je veux bien être non pas pendu. Monsieur Fleury-Nochet, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant. Je vous dis à très bientôt parce que j'ai une émission vraiment très chargée. J'ai le plaisir tout simplement de vous entendre et aussi notre auditoire. Et je vous dis à très bientôt si vous le permettez. Et je vous dis à très très bientôt. À très bientôt. Je terminerai sur la Chine en Algérie. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir monsieur, au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.